Mon territoire, j'y crois, avec le Crédit Agricole du Languedoc. Bonjour et bienvenue dans notre émission Mon territoire, j'y crois. Avec 300 000 échantillons traités par an, les laboratoires du Bernay sont le premier groupe de laboratoires d'œnologie indépendants d'Europe. La maison mère est installée à Montredon, à côté de Narbonne, et le siège est épaulé par les sites d'Orange et de Tain-l'Hermitage. L'activité du laboratoire comprend deux aspects. D'une part, les analyses, qui peuvent déceler jusqu'au nanogramme par litre certains éléments comme le goût du bouchon, les résidus phytosanitaires, les contaminants, les arômes. Et d'autre part, l'aspect dégustation avec les assemblages. Nous recevons aujourd'hui Mathieu Dubernay, président du laboratoire au nom éponyme. Bonjour. Bonjour. Alors, le laboratoire que vous dirigez est ancré dans l'histoire viticole régionale et au-delà, puisque son histoire s'inscrit sur 3 générations. Et oui, c'est mon grand-père qui était bordelais d'origine, qui s'est installé au milieu des années 60 pour fonder le métier d'œnologue conseil dans la région, qui était en pleine mutation, puisqu'on sortait de la monoculture du vin de table, et il fallait apporter de nouvelles techniques pour produire des vins d'origine, qui sont aujourd'hui ceux que nous connaissons. Et mon père ensuite a énormément œuvré, il a été une cheville ouvrière essentielle de la mutation du Languedoc et de ses vins dans les années 80-90. Et j'ai rejoint mon père il y a maintenant plus de 25 ans, ça commence à faire de l'histoire. Alors, quelles sont les facettes de cette activité ? Si j'ai bien compris, vous accompagnez les producteurs de vin dans l'analyse scientifique, mais également dans la structuration, les assemblages et la vinification. Oui, l'œnologie, c'est quelque chose de passionnant parce que c'est à la fois une science. Et donc, l'œnologue est un scientifique, c'est-à-dire qu'il apporte de l'explication sur des phénomènes complexes qui sont ceux de la vinification, de l'élevage du vin, etc., pour pouvoir mieux les maîtriser. Mais l'œnologie, c'est aussi une technique, même de l'artisanat. Et nous sommes aussi les tenants de cette dimension artisanale, voire même parfois artistique, pour échafauder les vins. Et parmi ces éléments, l'assemblage est un point d'orgue intéressant parce que c'est là où on construit par le goût, par l'expérience des cuvées qui seront ensuite, on l'espère, appréciées par les consommateurs. Je le disais dans l'introduction, ce qui est étonnant, c'est que vos équipements sont capables de déceler au nanogramme près par litre certains éléments comme le goût du bouchon, les résidus phytosanitaires, les contaminants, les arômes. C'est incroyable. Et oui, ça c'est l'aspect très scientifique et clinique de l'œnologie, mais qui est là pour accompagner justement le côté artisanal. Si on maîtrise bien ces aspects qui peuvent être de contaminants, de faux goût, derrière on peut se laisser à plus de liberté sur la créativité dans les vins. Donc on a une des plateformes techniques les plus complètes qui soit pour aller chercher des molécules, comme vous l'avez dit, au nanogramme par litre, au milliardième de gramme. Et il faut là des outils extrêmement puissants et des savoir-faire analytiques et d'expertise assez poussés. Oui. Alors aujourd'hui, les viticulteurs font face à des problèmes d'irrigation, car avec le réchauffement climatique, l'eau devient un bien précieux et cela remet en cause les manières ancestrales d'arroser la vigne. Alors vous touchez à un sujet important et qui est dans lequel on vit probablement une période de charnière historique. Nous nous sommes intéressés de plus en plus au fonctionnement de la plante et même au fonctionnement des sols parce qu'ils sont en train de fortement évoluer dans la crise climatique qui est la nôtre aujourd'hui. Et le vin n'est autre que le reflet de l'environnement dans lequel il est produit. Et cet environnement souffre, et notamment en région méditerranéenne, mais ailleurs aussi. Je reviens d'Alsace où les vins sont en train de changer de profil. Et l'eau a une importance essentielle non seulement sur la vigne, mais aussi sur le premier organisme vivant qui est autour de nous et qui est sous nos pieds, qui sont les sols. Rendez-vous compte, les sols, c'est 40%, c'est plus même, plus de 50% de la biodiversité terrestre. Et si cette biodiversité se met à souffrir, à dégénérer, c'est l'ensemble de la chaîne environnementale qui se dégrade. Nous vivons ça aujourd'hui en région méditerranéenne. Ça s'appelle la désertification.
Et certes, l'homme est à l'origine de ces difficultés avec le réchauffement climatique, mais on a des vrais leviers d'action. Et c'est ça aussi qui donne quand même un certain espoir. Et j'ai lu excusez-moi, mais j'ai lu sur vos plateformes que certains sols sont 200 fois plus riches que d'autres dans la même région. Ah oui, c'est formidable. Et c'est ça qui est très démonstratif. C'est-à-dire que à partir du moment où on s'occupe de la nature, qu'on se met à son écoute, humblement, mais avec des moyens techniques forts pour pouvoir entendre ce que nous dit cette nature, ben, on est capable positivement d'agir et de redonner, de redynamiser, de régénérer des sols et qui ensuite vont redonner aux vignes puis aux vins plus de goût, plus de matière, plus de fraîcheur, parce que c'est souvent cela qui nous manque parfois dans des situations de réchauffement climatique. Et c'est finalement ce qui nous anime aujourd'hui. C'est ce lien indéfectible du vivant depuis le sol jusqu'au vin, qui est lui aussi un organisme vivant d'une certaine façon. Il faut voir l'eau comme un outil qui doit nous amener à la régénération des sols là où c'est nécessaire, à condition évidemment de bien traiter nos ressources en eau et de pouvoir se doter de réserves en eau. Parce que souvent on confond ressources et réserves, il faut bien différencier les deux. Hein. La ressource, c'est tout ce qui peut être possible à un moment donné. La réserve, c'est ce qui est disponible là tout de suite. Et il faut travailler sur ces réserves. Et là, ce sont des choix plutôt d'investissement politique, parce que finalement, les ressources, elles sont nombreuses, mais il faut développer nos réserves. Et historiquement, nous sommes à une époque où des choix doivent être pris pour nous permettre de continuer à développer des conditions environnementales favorables au maintien d'agriculteurs sur notre territoire, hein, tout simplement. Et ça se joue un peu parce que j'ai lu également dans vos publications que 40% du vivant sont dans les 40 premiers centimètres du sol. Et oui, c'est à la fois très fragile parce que et vous savez que quand il y a des sécheresses, ce sont ces parties superficielles du sol qui sèchent les premières. Et donc, quand on a des niveaux de sécheresse répétés et accentués, comme c'est arrivé ces dernières années, au bout d'un moment, le vivant du sol, il lâche. Et on a des réductions de teneur, d'activité de sol, et aussi donc des réductions de le rôle horizontal du sol, qui est multiple, et notamment qui est celui de piéger du carbone. Vous savez qu'il y a plus de carbone dans le sol qu'il y en a dans l'atmosphère. Donc si un sol se met à piéger ou à libérer du carbone, ça a un impact qui est loin d'être négligeable sur les problèmes de gaz à effet de serre, et donc de dioxyde de carbone. On a fait un calcul rapide, c'est que ces 20 dernières années, on a probablement libéré 24 millions de tonnes de CO2 à l'échelle rien que du vignoble languedocien. C'est pas mal, c'est ce que permettrait d'économiser 10 ans de fonctionnement d'un réacteur nucléaire de nouvelle génération. Donc, on a une responsabilité nouvelle, puisqu'on en prend conscience, qui est celle de faire vivre ces sols. Et j'ose le dire, si pour faire vivre ces sols, il faut les irriguer, et qu'en amont, on sait bien gérer la ressource, et j'en suis convaincu qu'on est capable de le faire si on le veut, notre responsabilité est aujourd'hui d'avancer dans ce genre de possibilités. Alors on le voit, vous associez la technologie et la passion du vin qui est ancrée dans votre histoire familiale. Comment imaginez-vous l'évolution du vin dans les années à venir ? Les assemblages et les goûts vont-ils être amenés à évoluer ? Mon territoire, j'y crois. Alors oui, déjà, si vous retournez dans les 50 dernières années, le vin n'a pas cessé d'évoluer dans notre région et ailleurs. Donc ça continuera à évoluer pour deux raisons. La première, c'est que le consommateur évolue et ses goûts évoluent. Et aujourd'hui, on est d'ailleurs dans une forme de crise dans le commerce du vin parce que le consommateur évolue rapidement et on a parfois, nous, des moyens qui nous figent dans nos règles historiques. Donc, il faut pouvoir être plus agile. Et le second élément qui fait évoluer, c'est ce réchauffement climatique. Moi, je mesure en 25 ans dans nos bases de données d'analyse, les vins ont gagné 2 degrés d'alcool.
Donc, c'est plus du tout les mêmes vins que nous faisions à la fin des années 90. Donc, il y a des dérives qu'il faut arriver à contenir en faisant vivre les sols, et je reviens toujours au même endroit. Et puis, il y a des styles de vin qui doivent être travaillés. Moi, je suis convaincu que nous avons une vocation viticole très forte pour les décennies à venir. Là-dessus, je ne suis pas inquiet. Par contre, pour que cette vocation soit forte, nous devons nous adapter, nous devons évoluer, nous devons changer. Et c'est pas toujours le plus simple. Et dans l'aspect technologique des choses, avez-vous vu une évolution dans la composition chimique des vins depuis